Et dans les chantiers de la recherche, on a décidé d'évoquer l'intelligence des plantes. Bonjour Delphine Arbelay-Bonin. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie et vous enseignez à l'Université de Paris-Cité. Vous êtes co-autrice d'un ouvrage à paraître Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélées par les sciences. C'est à paraître le 9 octobre prochain aux éditions Ulmer. Alors bon, j'imagine que si on veut parler d'intelligence des plantes, il faut d'abord commencer par définir ce qu'on entend par intelligence. Tout à fait. Et l'intelligence, c'est tellement de définitions différentes selon les cultures, selon les sciences qui s'y intéressent. C'est tellement multiple, c'est un terme qui divise. C'est pas évident et c'est pour ça que l'intelligence des plantes, souvent, a fait controverse et toujours pour tout à chacun. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se pencher un peu sur une controverse qui a eu lieu il y a une dizaine d'années dans le monde académique, où les personnes qui s'intéressaient à l'intelligence des plantes euh, ont tenté de se mettre d'accord sur ce thème intelligence et association avec le mot plante. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu débat, il y a eu une sorte de combat entre ce que sont capables les plantes et si on pouvait y associer le terme intelligence alors même qu'elles n'ont pas de système nerveux central. Ça a duré un petit peu et ça a été mis fin à un moment donné quand on a associé le terme intelligence à une machine. Et donc l'intelligence des plantes a été OK, c'est bon puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Mais alors, qu'est-ce que l'on considère comme étant cette part d'intelligence qui les rapprocherait d'une machine? Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des décisions, elles s'adaptent, les plantes? Alors elles s'adaptent bien sûr sur des temps longs liés à l'évolution, sur des temps plus courts, aux adaptations à l'environnement. Ce qui les rapproche de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou l'intelligence en général, c'est le traitement de données complexes et le fait qu'elles vont réagir justement à ces données-là. Donnez-nous des exemples. Alors, par exemple, j'ai une expérience qui est assez en tête, qui est assez intéressante et flagrante, qui traite sur du Mimosa pudica. Mimosa pudica, c'est une plante qui a les feuilles qui se referment quand on la touche, un mimosa pudique. Et cette plante-là, il y a Monica Gagliano, qui est une chercheuse qui s'est intéressée à cette plante. Elle l'a fait tomber, et plusieurs fois, d'une quinzaine de centimètres. Et donc, cette plante-là a les feuilles qui se referment quand elle tombe. Au bout d'un certain temps, les feuilles ne se referment plus. Alors même que si on la touche, les feuilles se referment. On aurait pu penser que c'est une sorte de saturation des capteurs liés au choc mécanique, mais non, c'est pas le cas. Donc là, l'hypothèse, c'est que, les plantes ont une sorte de mémoire, puisque cette capacité à ne pas refermer ses feuilles quand elles tombent, elle dure jusqu'à 28 jours. Donc il y a une sorte de mémoire et apprentissage, dans le sens où la plante, elle sait que c'est pas dangereux, elle a compris que c'était pas dangereux de refermer ses feuilles, et donc cette chute-là, et donc elle va pas refermer ses feuilles. Bon, mais alors, c'est délicat de vous entendre utiliser le mot comprendre parce que, bon, j'imagine que les plantes n'ont pas de système nerveux, elles n'ont pas de cerveau. Ah bah oui, vous imaginez bien, elles n'ont pas de système nerveux central, elles n'ont pas de neurones, elles ont des vaisseaux à travers lesquels circulent des signaux électriques qui sont proches de ceux qui circulent dans notre système nerveux. Donc ça, ces signaux électriques, ce sont des signaux qui servent de messagers en réalité et qui vont être diffusés dans tout l'organisme. Donc là, on a une intégration en fait qui n'est pas centrale, mais qui est diffuse. Et cette intégration, donc, elle permet donc à un certain nombre de stimulus d'avoir donc des conséquences pour la plante et pour son fonctionnement, pour son comportement, si on peut utiliser le terme. On peut utiliser ce terme-là. Effectivement, alors ça peut être n'importe quel type de stimulus, hein, de la lumière, ce qui est plus évident pour les plantes, jusqu'à la gravité, le son, les températures. Donc ces stimulus vont être captés par des capteurs au niveau des cellules, par tout l'organisme. Il va y avoir des signaux qui vont être générés, dont les signaux électriques dont je vous ai Mhm. parlé. Et ensuite, il va y avoir des conséquences, des actions qu'on voit pas forcément à l'œil nu, qui sont par exemple la synthèse de métabolites secondaires ou le fait de changer sa photosynthèse, voilà. Ou des actions plus concrètes comme le mouvement. Il y a certaines feuilles justement qui se referment assez rapidement. On peut endormir une plante. On peut anesthésier une plante. On peut anesthésier une plante. Les anesthésiques que l'on utilise sur les animaux, donc, dont les humains, fonctionnent chez les plantes. Mais alors là aussi, ça veut dire quoi? Parce que pour anesthésier
enfin, anesthésier un organisme, ça veut dire endormir son système nerveux pour une plante qui n'en a pas de système nerveux. Anesthésier un organisme, ça veut dire le rendre insensible à son environnement. Donc là, on parle de sensibilité. Nous, on parle de sensibilité des plantes. Donc anesthésier, c'est enlever cette sensibilité-là. Donc cette sensibilité, elle est commune aux vivants. Ce sont des choses qui sont communes. Bon, j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais le temps presse. Est-ce que les plantes réagissent à la musique, à la voix, si je parle à mon bégonia? Les plantes sont sensibles au son, bien sûr. Elles sont sensibles au son. Elles perçoivent tous les sons. Et ça, comment vous le savez? Parce qu'il y a des études qui ont été menées. Non, j'imagine, mais quel type d'études? En réalité, c'est plus... on diffuse par exemple une certaine fréquence. Il y a une expérience qui est vraiment intéressante, qui a été menée à Tel Aviv par une équipe, à Tel Aviv, et sur une plante qui s'appelle l'onagre de Drummond, à laquelle on a diffusé certaines fréquences, dont une fréquence qui est le battement d'ailes de ses pollinisateurs. Cette fréquence-là, elle y répond, et elle produit du nectar supplémentaire et du nectar davantage sucré. Donc elle attire ses pollinisateurs parce qu'elle a perçu cette fréquence-là. Si on met une autre fréquence, il ne se passe rien. Donc là, on a deux choses qui sont intéressantes. Non seulement elle est sensible au son, mais en plus, elle va discriminer les sons. Donc elle ne va pas réagir à tous les sons. Et en plus, elle va économiser de l'énergie. S'il n'y a pas besoin de produire du nectar, elle n'en produit plus. Merci Delphine Arbelet-Bonin. Je rappelle que votre ouvrage Sensible par nature, la vie invisible des plantes, va être publié le 9 octobre prochain aux éditions Ulmer.